Salut Aldric, comment vas-tu? Bonjour Chris, bonjour à tous. Écoute, très bien comme d'habitude. Et toi? Ça va super bien. Alors, j'ai décidé de nommer ce podcast Coach Talk. J'hésite avec Cage Conversation. Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'on fait un vote? Est-ce qu'on demande aux gens de nous proposer des alternatives? Écoute, moi je suis toujours ravi des commentaires et je les lis quand j'ai le temps avec vraiment grand plaisir. Donc on peut faire ça de façon participative et proposer aux gens qui nous écoutent et qui commentent nos podcasts de donner leur avis avec grand plaisir. Ouais. C'est ça. Donc les gars, soit Coach Talk, soit Cage Conversation, soit une nouvelle proposition. On ne fera pas de formulaire qui demandera votre adresse mail. Wink wink. Ok, on est dans l'épisode 3 de cette série qui cherche encore un nom. Cette fois-ci, on va discuter de la réelle élaboration d'un training camp, donc d'un point de vue opérationnel. Donc pour tous ceux qui regardent cet épisode sans avoir vu le précédent, je vais pas dire que c'est un prérequis, mais vaut mieux avoir regardé l'épisode précédent qu'on avait fait la semaine passée sur l'élaboration d'un game plan, parce qu'on va partir de là. Là, on va partir du principe que on a eu l'annonce du combat 10 semaines avant la date du combat. On a mis une grosse semaine à planifier ou à élaborer un game plan sur papier, et donc il nous reste, on va dire, 8 semaines. Ce sera le plus simple, je pense, 8 semaines pour programmer le training camp, s'assurer que notre athlète aura le niveau qu'on souhaite le jour J, le jour du combat. Est-ce que ça te convient, Aldric, comme exercice? Je suis entièrement d'accord avec toi et même quand on a plus de temps, je pense qu'il est déraisonnable de partir sur plus longtemps parce qu'on demande quand même à l'athlète d'être focus et de mettre quasiment sa vie entre parenthèses pendant 8 semaines. À partir de là, je pense que Mhm. plus ce serait risqué de le perdre, que ce soit mentalement, physiquement ou, euh, ou même au niveau de son moral et de sa motivation. Je pense que 8 semaines, c'est dur, mais c'est raisonnable. C'est ça, c'est long, mais c'est aussi un bon timing pour bien se préparer, tourner un coin comme on appelle. Et j'aime bien que tu commences à la limite par là parce que j'ai toujours estimé qu'il y a deux façons de s'entraîner. Enfin, il y a plus que ça, mais il y a deux grandes catégories de s'entraîner. Il y a la partie où tu n'as pas de combat annoncé, où tu travailles sur toi en tant que combattant, en tant qu'athlète, tu améliores ce que tu veux, tu améliores ton profil au sens large. Quand tu as un adversaire qui est déjà prévu et que tu travailles pour ce profil d'adversaire, tu es dans le spécifique, tu travailles plus spécialement sur toi uniquement, tu travailles sur toi par rapport à ton adversaire et c'est deux façons de progresser différentes. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? J'encourage vraiment les fighters de haut niveau qui ont des tendances à se préparer uniquement pour des combats à corriger cela parce que je pense que tu progresses par rapport à un game plan donné, tu progresses physiquement pendant ton camp, mais je pense que les progrès significatifs que tu peux faire dans des disciplines où il y a des faiblesses ou dans des disciplines où tu aimerais t'améliorer, ça, il faut le réserver hors camp. C'est-à-dire que si tu veux travailler ton dos, travailler un certain scramble, on peut travailler et peaufiner certains mouvements, mais on ne peut que les peaufiner pendant un camp. Ça va être difficile de partir sur un apprentissage complet de A à Z Mhm. pendant un camp. On va essayer de synthétiser et d'arriver vraiment sur des positions qui existent déjà et on va juste essayer de les peaufiner, de les modifier légèrement. Ouais, c'est très intéressant puisque je prends un exemple un peu classique. Si dans l'analyse et l'élaboration du game plan, on se rend compte que on est face à un lutteur qui a du mal à garder le contrôle face à un grain de birole, mais qu'on l'a jamais travaillé, la question c'est vraiment de se poser est-ce que je suis capable en 8 semaines de réaliser ce mouvement de manière suffisamment qualitative que pour ennuyer mon prochain adversaire. Et on va peut-être rentrer dans le détail de tout ça tout à l'heure. Moi, ce que je te propose, c'est sur cet épisode-ci, contrairement aux deux épisodes précédents, je vais me mettre un peu plus en mode observateur. Pourquoi? Parce que toi, tu as vraiment l'expérience de training camp à très haut niveau. Là, ici, je dois me mettre un peu de retrait parce que autant sur l'élaboration de game plan, j'ai déjà fait des exercices assez poussés, autant sur programmer et mettre en pratique un training camp, j'ai pas encore réellement cette expérience. Donc, ce que je vais faire moi, c'est je vais faire du parallèle entre le MMA et l'entrepreneuriat. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est mon métier, c'est la gestion de performance en entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre les deux. Est-ce que ça te convient que Très on bien. prenne un case et ton expérience pour la partie MMA et de mon côté, je fais du parallélisme en faisant des analogies sur le monde du business. Bien sûr, bien sûr. On va, on va, Ok, on va, on va, on peut faire ça figurer va être ça très par étapes. original.
et tu me compléteras. Mhm. Là, on est donc en début de camp, on est parti sur une stratégie. Euh, je te fais je te fais quelques paragraphes et on revient dessus. Le, le détail numéro un, c'est le staff. C'est le plus important. Quand je dis staff, je vois vraiment staff au sens large. Après, j'espère qu'il y a des combattants qui nous écoutent et ne vous inquiétez pas, ce staff, il est modulable en fonction de la prime, la bourse et on peut très bien. Des fois, le staff, c'est Aldric tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des combattants du Boxing Squad, c'est les autres combattants et Aldric, il n'y a pas d'autre staff. Cela étant, quand on est au niveau de Manon, euh, voire de combattants qui officient au Brave ou au ARS avec des primes qui se rapprochent des premières primes UFC, le staff est bien évidemment plus large. Et sur un spectre large de combat, le staff, c'est le moyen de récolter les datas nécessaires. Donc ça peut être, moi je travaille avec une bague qui va me permettre de pouvoir savoir si mon athlète a bien dormi, de savoir si le sommeil a été efficient, si le sommeil a été suffisant en quantité. Je travaille avec une nutritionniste également, Mélanie Vollerin. Je lui fais un petit coup de pub parce que vraiment elle mérite. C'est une femme qui est une grande professionnelle et qui est dévouée et qui va jusqu'à essayer de réinventer son métier puisqu'elle se place des fois des capteurs tels qu'auraient des diabétiques pour vérifier si tel pain ou tel aliment a le bon index glycémique. Donc c'est vraiment une grande professionnelle et je lui fais cette dédicace avec le plus grand respect pour son travail et son Mhm. dévouement. Donc tu as ton diététicien, il faut Ah, quand même je coupe rapidement ici parce que ouais, j'avais entendu ces genres des patchs comme ceux qui veulent arrêter de fumer et ça fait la traçabilité de exactement. ton indice glycémique. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai toujours dit, alors je sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux parce que c'est pas mon expertise, mais j'ai toujours dit que chaque humain réagit différemment à la nourriture. Donc C'est tu très peux vrai dire ce par que tu exemple dis. qu'une pomme de terre, ça va faire exploser le pic glycémique mais pas chez tout le monde. Et ça dépend aussi de la Je te combinaison rejoins. des aliments. Ça dépend de combien de temps tu n'as plus, ça fait combien de temps tu n'avais plus mangé avant de manger ça. Et donc, c'est très intéressant pour tout le monde et n'importe qui d'utiliser ce genre d'outils parce que ça permet de voir comment tu réagis face à quel aliment, toi. Parce que c'est pas parce que ton voisin réagit d'une certaine manière que tu vas réagir de la même manière. C'est pour ça que il faut pas essayer de tout révolutionner, il faut essayer d'équilibrer de, et tu fais la transition vers mon point 2. En plus du nutritionniste qui va essayer de rééquilibrer, il faut s'appuyer sur une autre base scientifique qui est le biologiste. Euh, y a pas, moi, j'ai la chance d'avoir des partenariats avec un laboratoire pour pouvoir prendre mes gars en prise de sang de façon régulière. Cela étant, aujourd'hui, pour les combattants francophones et français, la couverture sociale est telle qu'un bilan, ça coûte pas bien cher ou c'est juste, ça a juste besoin d'être prescrit. Et pendant la prépa, c'est vraiment important de vérifier les carences et de travailler en bon équilibre. Tu fais un rééquilibrage alimentaire où tu vas diminuer les portions caloriques parce que dans le camp, effectivement, il y a aussi, pour nous, athlètes de MMA, il y a une question de poids. Ton athlète, en principe, il est à Mhm. peu près entre 10 et 15 kilos au-dessus du poids de combat 2 mois avant, et il va falloir l'amener tout en gardant une intensité de travail et tout en gardant une certaine efficience dans sa performance vers le poids de la Fight Week, où il doit plus rester que 5 à 6 kilos selon, enfin, on va dire, allez, 10% du poids de corps en plus, maximum 10-12% pour l'amener vers son poids de combat. Donc, ces résultantes-là, elles sont très Mhm. importantes et la base de notre équipe, avant de parler de sparring, de préparation physique, de responsable de la performance ou de science du mouvement, on doit parler du suivi de l'athlète en termes de sommeil et de nutrition et de carence sur ce qu'il va manger et sur son bien-être aussi. Parce que si tu chamboules tout chez un gars, tu peux le rendre presque dépressif, quoi. C'est quand même important. C'est un métier, le MMA, où il y a des hauts et des bas, il y a de la fatigue, il y a du stress, parce que quand tu commences à te rapprocher du combat ou quand tu penses à visualiser ton combat, il y a des petites montées d'adrénaline. Donc c'est important d'essayer au maximum de protéger l'athlète et d'éviter des grosses carences, des gros changements ou des trucs qui pourraient impacter sur son moral ou sa santé mentale en fait. J'apprécie énormément le fait que tu parles du sommeil parce que je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est la base de tout. Les gens ont tendance à faire les choses à l'envers aujourd'hui. Ils ont tendance à se tourner vers, j'invente du CBD, de la créatine, de la protéine, de la whey pour la récupération, pour la performance et tout ce qui s'ensuit, alors que la base de la base, c'est le sommeil. Si t'as pas un bon sommeil, tu sais pas performer de manière optimale. Et un point que tu as
dit et sur lequel j'aimerais insister, c'est le poids. Effectivement, quand tu dois perdre du poids, tu dois vraiment gérer ton énergie. Parce que si tu es en déficit calories, si tu es en hypocalorique, euh, normalement, tu as moins d'énergie. Mais si tu as moins d'énergie sur 6 semaines de ton training camp, ben, tes entraînements ne seront pas optimaux et donc ta progression, ton évolution ne sera pas optimale non plus. Donc, c'est très bien d'insister là-dessus. Ton sommeil, tes carences et tes nutriments doivent être au top pendant tout le training camp pour pouvoir t'entraîner de manière optimale, pour progresser de manière optimale et pour être aussi dans la meilleure forme physique, mais aussi dans la meilleure forme technique le soir du combat. Je te rejoins, c'est important de ne pas prendre les mauvais raccourcis. Alors c'est vrai que peut-être que les Mm. gens qui nous écoutent, ils ont envie d'entendre parler de sparring, de mise en condition, qui vient naturellement compléter le game plan, mais un training camp, c'est pas ça. Déjà, on a axé ces axes, et il y en a encore, on va encore les évoquer. Il y a des axes scientifiques de récupération active et passive, de nutrition et de suivi de l'athlète. Et quand je parle d'équipe, ben là, tu vois, on a parlé de nutritionniste, on a parlé du biologiste, qui doit avoir un regard avisé aussi. C'est pour ça que c'est important quand même d'avoir une personne dans son staff qui sait lire une prise de sang avec les datas qui sont les nôtres parce que elles changent entre guillemets de l'individu lambda. Euh, il y a Mhm. des carences qui sont récurrentes pour un athlète de haut niveau. Et il faut capitaliser dessus et pas s'affoler si une athlète féminine manque de fer ou si un athlète masculin manque de magnésium ou autre vitamine D pour les gens qui ne sont pas très ensoleillés, comme c'est le cas dans le nord ou de la Belgique, on peut le dire un peu, je crois. Mais voilà. Ouais. Non, non, chez nous, on a des vrais problèmes de vitamine D. Et je vais faire une parenthèse parce que ça, c'est quelque chose que je dis à tous mes amis noirs. Les blancs de peau absorbent beaucoup mieux la vitamine D par le soleil que les noirs de peau. Et il y a eu beaucoup d'études comme ça. Par exemple, il y a une grosse population éthiopienne, je pense, qui a déménagé en Suède, où il y a très peu de soleil, et ils ont eu énormément de problèmes de carence en vitamine D s'ils ne se complémentaient pas. Et à l'inverse, il y a beaucoup de, je sais pas, Suédois qui sont partis en Australie, qui eux avaient aucun souci de vitamine D, mais par contre avaient des problèmes de risque de cancer de la peau parce que la peau est pas habituée au soleil. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu, qu'on soit blanc ou noir, entre risques liés au soleil et aux crèmes solaires versus risques liés au manque de vitamine D. Mais Donc je te c'est une rejoins sur parenthèse la... que Mais non, j'aime mais bien faire parce que j'insiste auprès de tous mes amis. Ouais. c'est une très bonne anecdote parce qu'elle va dans le sens de ce qu'on disait sur au moins une chose, l'individualisation de la performance. C'est-à-dire que ce soit un plan Mm. nutritionnel, que ce soit un plan de récupération ou que ce soit un training camp avec une préparation physique, ne récupérez pas la préparation physique de votre copain parce que c'est moins cher ou parce que vous voulez pas payer un préparateur physique, c'est important. Chaque acte de ce camp doit être personnalisé et individualisé parce que ce qui va marcher avec Paul va pas forcément marcher avec Pierre et vice versa. Et en plus là, on est sur des items raisonnables. C'est-à-dire que euh, la raison, c'est le budget. Donc, si effectivement je vais me battre pour 2 000 euros, effectivement, je comprends que l'athlète n'ait pas envie de mettre forcément les 2 000 euros là-dedans parce que Mm. c'est sa façon de, c'est ce qui va remplir son frigo plutôt. Mais si tu veux capitaliser sur ton corps, tu dois capitaliser sur ton camp. Et à partir de là, les aliments que tu vas manger, euh, on va aborder le chapitre suivant en même temps si tu me permets. La récupération active, c'est-à-dire que ton préparateur physique, il doit avoir un plan, que ce soit un il y a des Mm. plans qui coûtent pas très cher, comme la douche froide, chaud, pour essayer de stimuler un petit peu la circulation sanguine. Si tu as un peu plus les moyens, tu peux te diriger vers la cryo. Si tu as un petit peu plus les moyens, tu peux carrément louer un Game Ready, qui est un boîtier, ou l'acheter même, qui est un boîtier qui permet de générer du froid sur les membres inférieurs ou supérieurs à l'aide de manchons, ou de la pressothérapie. Après, avec un coach qui se donne les moyens de, de, de penser à la place de l'athlète ou pour l'athlète, il y a des moyens qui sont moins cher. C'est vrai qu'à un certain niveau de fighter UFC, tu peux te permettre de louer ça et d'avoir ça à dispo à la maison. Après, il y a des kinés Mm. qui, pour des séances conventionnées, vont te permettre de pouvoir avoir accès à du game ready, à de la pressothérapie ou autre TK thérapie qui va permettre de la récupération via le chaud, froid ou via la pression artérielle pour augmenter la circulation du sang. Et c'est des moyens qui sont
peu cher puisqu'ils sont conventionnés, c'est compris dans des séances de kinésithérapie. Donc, chaque budget doit être étudié. Et si ton athlète, ben, pour l'instant, il se bat pour $2000 ou $1000, il va falloir plus. Alors, effectivement, c'est plus pratique à la maison parce que l'athlète peut se reposer, il n'a pas de transport à faire. Mais en tout cas, il vaut mieux faire 30 minutes de transport, aller chez un kiné et profiter de 1 heure et demie de récupération active que de rien faire du tout. Mhm. Non, c'est clair. Et là, on va peut-être rebondir sur quelque chose qu'on avait dit dans l'épisode précédent. Ce que nous, on aime bien faire, c'est partir de la situation idéale. Comme ça, on élabore vraiment tout ce qui peut être mis en place. Et après, c'est aux personnes qui écoutent de décider, OK, moi, je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Ça peut être il Ça, existe plein de restrictions dans la vie. Ici, on parle beaucoup de la restriction financière. Il y a la restriction d'énergie, il y a la restriction de temps. Parce que, voilà, tu as des combattants qui ont des primes suffisantes pour faire que ça. Et des combattants qui doivent travailler à mi-temps à côté. Il y a des combattants qui travaillent full-time à côté. Il y a des combattants qui travaillent full-time, qui sont parents en plus. Donc tout ça évidemment rentre en jeu et doit être pris en considération. C'est une question d'investissement de soi. Et donc là, comme pour l'épisode précédent, je propose qu'on parle vraiment de la situation idéale en le notifiant comme on le fait maintenant et que tout le monde comprenne bien que bah, selon la prime, selon le temps, selon là où on en est dans la carrière, selon les objectifs long terme de carrière, parce que tu as aussi, voilà, je veux devenir champion à l'UFC, donc je vais faire tous les sacrifices possibles et imaginables. Et puis tu as des gens qui ont un objectif, bah, j'ai commencé le MMA tard, j'ai juste envie de faire 5-6 combats pro. Si je peux faire une grosse promotion européenne une fois, genre le Cage Warriors ou le KSW, faire un combat là, ce serait génialissime. Il y a des gens qui ont ce genre d'objectif, c'est très sain, et du coup, bah, ils vont peut-être pas faire un training camp à 200% parce qu'ils ont des à côté, ils ont une vie qui se prépare aussi à côté de leur carrière. Donc, euh, continuons sur ce fil conducteur de la situation idéale. Et puis voilà, les ça, gens à partir de maintenant sont conscients que tu peux prendre si tu as les moyens. Voilà. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui vont peut-être prendre les 2 dernières semaines de vacances si c'est des combattants salariés, et peut-être qu'ils pourront faire ça les 2 dernières semaines pour optimiser leur récupération. Je pense C'est que ça. voilà, on leur donne une situation idéale et après, il est de bon ton de piocher par rapport à ses moyens et c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que chaque combattant doit avoir ça. On part d'une situation optimum où on comprend bien qu'un combattant, il doit s'entraîner entre 14 et 18 heures par semaine selon selon la périodicité, l'éloignement du combat et tout ce qui va avec. Donc, pour que cette performance soit réalisable, il faut qu'il y ait de la récupération à côté, des siestes, des massages. Et donc, après, ça a effectivement un coût, mais qui, je pense, est raisonnable. On parlait de kinésithérapie conventionnée tout à l'heure. Aujourd'hui, un masseur, une masseuse, bah, ça vaut entre 30 et 50 euros la séance. Si tu as les moyens d'en faire qu'un seul en fin de semaine, bah, c'est déjà pas mal. Ça va aider ton corps à récupérer en fin de Mm. semaine et bien penser, parce que j'entends beaucoup de choses. Moi, j'entends un mec qui dit ouais, moi, je m'entraîne 8 heures par jour. Non, tu t'entraînes pas 8 heures par jour, c'est pas possible, c'est pas humain. Cela étant, effectivement, un salarié, tu en parlais tout à l'heure en faisant le parallèle, il travaille 8 à 10 heures par jour, mais le temps qu'un combattant de MMA il doit penser, il doit consacrer à son corps, c'est 8 heures mais qui vont être décomposés de Mhm. 1h30, 2 heures le matin. Et on va arriver sur un nouveau sujet qui m'intéresse. On va parler d'échauffement et de routine. C'est très important. Et c'est la même chose l'après-midi. Et on va dire que c'est 4 heures, peut-être 4 heures et demie, échauffement, routine articulaire pour éviter les blessures et entraînement à proprement dit. Mais le reste du temps, il va y avoir de la récupération active, de la sieste, du massage et du temps pour soi. Et, et, mais c'est une journée de salarié. Ne pensez pas que 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi, 3 heures, c'est terminé. Le fighter, il va jouer à la console le reste du temps parce que ce serait minimiser le travail de l'athlète. Et vraiment, c'est tous les athlètes que vous supportez, que ce soit à l'UFC, au PFL, au Bellator, des gens qui vivent de leur métier, de leur passion, c'est des journées de 8 à 10 heures par jour. Il faut en être conscient. Et c'est vraiment un Mhm. travail avec un investissement total. Dernier petit truc avant d'aborder justement les routines et trucs, il y a les pistolets massants, masseurs, c'est très à la mode. Ça revient pas très cher puisque le coût c'est 150 à 200 euros et ça permet de faire un travail quand même intéressant. Ça remplace pas un masseur, mais voilà, pour les gens qui ont des budgets plus restreints, je pense que c'est une bonne alternative également. J'essaie d'avoir la pensée la plus large et la plus euh, facilitante possible pour les Ouais. fighters qui nous écoutent, qui n'auraient pas le budget d'un fighter UFC.
J'ai un petit sourire parce que je suis en train de me dire qu'on aurait dû faire de l'affiliation, tu sais, et mettre en description des liens vers des matériaux à acheter et prendre un pourcentage dessus. Bah, Euh, si on était intéressé, on ferait j'ai ça, envie de mais rebondir sur un. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais ici, on est juste là pour donner de l'information. Euh, à tous ceux qui nous écoutent. Il y a un point sur lequel j'ai envie de rebondir parce que c'est un peu mon cas. Tu parles des siestes. Je pense que c'est quelque chose de très 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 utile pour la récupération. Mais j'imagine qu'il y aura des auditeurs qui sont comme moi. Enfin, j'espère parce que sinon ça me rend unique dans une zone où j'ai pas spécialement envie d'être unique. Je suis incapable de faire des siestes. J'ai essayé 1000 trucs et j'arrive pas à m'endormir en après-midi. Et récemment, j'ai entendu un podcast de Andrew Huberman, donc je suis ultra fan, qui parle de NSDR. Je ne sais pas si tu as déjà entendu oui. ça, c'est le Non-Sleep Deep Rest. Et donc c'est une très bonne alternative aux siestes. Donc je veux juste ouvrir cette parenthèse pour tous les combattants et non-combattants qui nous écoutent, qui ont des coups de mou en après-midi ou même en fin de matinée, ce qui peut arriver, et qui sont comme moi incapables de faire des siestes. Renseignez-vous sur le NSDR parce qu'il y a de plus en plus d'études qui prouvent tendent à prouver que ça a autant de bienfaits que les siestes, sans en être une. Et il suffit de taper NSDR Andrew Huberman 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes. Et en fait, il y a des sessions de 10 à 20 minutes où il faut juste mettre un casque, écouter ce qu'il dit, faire ce qu'il demande. Et franchement, je l'ai fait plusieurs fois avant d'aller commenter ou avant d'avoir des moments où j'ai besoin d'énergie. Et ça fonctionne très bien. Je vais faire un parallèle un peu grossier parce que c'est pas ça tout à fait, mais ça ressemble un peu aussi à des séances de sophrologie. C'est-à-dire que le sommeil en lui-même est récupérateur, c'est une certitude. Mais s'allonger, fermer les yeux, être focus sur une voie, donc ça va t'empêcher de penser à autre chose et faire baisser ses pulsations cardiaques par la respiration et le fait de se focus sur son ventre, sur sa sangle abdominale, sur toute autre partie de ton corps, bah, les pulsations elles vont descendre très légèrement et tu vas trouver une récupération là-dedans, c'est certain. C'est vrai que dans l'idéal, tu peux t'endormir, c'est bien parce que c'est le corps qui va le faire naturellement, ça fait un reset et puis tout ce qui s'ensuit, mais effectivement, le simple fait de faire 15-20 minutes de pause en fermant les yeux, en respirant et en essayant de penser uniquement à la voix qui va te guider, c'est très bien. Et c'est des méthodes Mm. qui sont importantes pour la récupération. Donc là, on a réussi à mettre déjà un socle commun. On a parlé de diété. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le récap. T'as vu, Chris, d'habitude, c'est toi qui synthétise. C'est moi qui fais les récaps. C'est génial. Donc, on a fait un socle. On va parler, on va maintenant aborder le chapitre, si tu veux bien, de la préparation physique. Et on pourra même faire du mental Mm. à côté. Mais voilà, avant de passer à la prépa physique et au contenu de l'entraînement, on a fait un socle important sur la nutrition, le suivi diététique et le suivi des carences dans le sang et dans le sommeil, la sieste et la récupération active et passive qui sont le sommeil d'un côté, la nutrition de l'autre, et les massages, cryo, automassage au pistolet ou séances de kinésithérapie permettant d'accéder à du game ready, c'est-à-dire du froid ou de la thérapie, du chaud, ou même le simple massage du kiné pour des douleurs ou des inflammations. Voilà, là on a déjà un socle qui va permettre à l'athlète de s'entraîner. Mm. J'ai une question avant qu'on passe à la partie préparation physique. J'ai oublié de rebondir dessus quand tu parlais du poids. Tu dis que la plupart des athlètes s'entraînent entre 10 et 15 kilos au-dessus du poids de leur contrat. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un gros bénéfice d'essayer de s'entraîner au poids qu'on fera au moment du combat? Je prends un exemple. Si j'ai un bantamweight qui doit faire 61,2 kilos au moment de la pesée, donc en général, on l'espère 36 heures avant le combat, pas 24, plutôt 36, comme ça on a vraiment du temps pour réhydrater. Que en 36 heures, en général, il récupère, on va dire, 9 kilos, pour faire très simple, comme ça lui fait Ouais. tomber sur 70, 70 kilos point 2. Ouais. Est-ce que pendant le training camp, c'est dans son intérêt d'être plutôt à 70 ou à 75? Alors, moi, je te donne un avis qui est le mien. Je pense que plus tu peux te rapprocher du poids que tu vas faire en combat, mieux c'est. Parce que 4-5 kilos, ça a quand même une importance significative. Et pour ceux qui veulent s'en persuader, bah, entraînez-vous avec un gilet lesté de 5 kilos et vous verrez que les appuis et le poids sur les articulations et l'explosivité ne sont pas les mêmes. Donc moi, en tout cas pour Manon et pour les athlètes qui font vraiment un vrai cutting, parce que personnellement, moi, pour les athlètes que j'ai avant d'arriver dans une big league, pour moi, faut pas cutter, ou très peu. Voilà, c'est un avis qui est le mien. Mm. Euh, il n'engage que moi. Mais moi, tu vois, je pense que, et je te donne un exemple, tiens,
contextuel. Ce week-end, il y a le Cage Warrior Rome. J'ai deux athlètes sur la carte de ce Cage Warrior qui sont Andrei Tichenko, qui nous vient d'Ukraine, qui est réfugié, et Baris Adigüzel. Baris, c'est son 4e combat. C'est la première fois qu'il va descendre à 66. Parce que c'est le Cage Warrior. Et avant ça, il a fait des combats à 70 kilos parce que je vois pas du... Si ton gars est bon et performant, il n'y a pas besoin d'aller lui imputer un gros cutting avant pour ses premiers combats pro. Et je pense que il faut y aller step by step et c'est pas la peine de tout de suite rechercher le poids optimum parce que si tu gagnes, tu gagnes et les 3-4 kilos qui te permettent de passer de 70 à 66 vont pas être très significatifs au début. Par contre, effectivement, quand tu arrives dans une big league, il faut essayer d'avoir un poids se rapprochant de ton poids optimum euh, et ça, c'est important. Mm. Après, les 5 kilos de trop, je suis entièrement d'accord avec toi, il vaut mieux ne pas les avoir. Mais tu as des combattants, malheureusement, qui n'ont pas une très bonne hygiène de vie hors camp. Et c'est ainsi. Et moi, ça m'enrage, mais malheureusement, tu peux rien y faire. Il y a des gens pour qui la nourriture, c'est vraiment un objet important dans leur morale et dans leur façon d'appréhender la vie. Et ils font des rebonds parce que ce sont des épicuriens et tu peux rien faire. Et dans le camp, tu vas devoir passer par une phase d'amincissement puisqu'ils ont fait un peu n'importe quoi entre deux combats, quoi, tout simplement. Ouais, et ça c'est compliqué. Donc, je vais d'abord dire que j'apprécie énormément ta réponse parce que c'est celle que j'espérais et ça me rassure dans mon opinion. Je trouve aussi que si le soir du combat, tu es à 70, il n'y a pas spécialement d'intérêt d'être hors camp à 75 parce que c'est important d'être habitué à faire certains efforts avec ce poids parce que ça va te permettre de tout connaître en fait. Ça va te permettre de connaître ta vitesse parce que c'est paraît bête, mais tu prends 5 kilos, tu es un peu plus lent. Bien Tu prends sûr. 5 kilos, tu es aussi un peu plus fort. Ton énergie, tu la dépenses différemment, tu fatigues un peu plus vite, ce genre de détails. Tu Et quand luttes tu es pas dans un pareil. combat, chaque détail compte. Tu Voilà. luttes pas. Et je pense que c'est important. Si tu fais que 12 semaines d'entraînement au poids avec lequel tu combats, ben, tu es habitué à ça. Dans le combat, tu sais mieux juger, jauger ton énergie, ta force tout, et tout ce qui s'ensuit. Donc, je suis très content de ta réponse et de l'extension de ta réponse également. Et on peut rajouter Alors, une je te phrase. rejoins. Il y a des On gens peut qui ont beaucoup. rajouter une phrase, c'est que ces 5 kilos d'économie, eh ben, écoute, je suis pas nutritionniste, mais je pense que ces 5 kilos d'économie que tu ne perds pas parce que tu as été sérieux avant ton camp, eh ben, c'est entre 300 et 400 calories que tu vas te permettre, bonnes calories bien sûr, hein, que tu vas te permettre de pouvoir ingérer en plus Mhm. parce que tu n'auras pas cette recherche de perte de poids plus importante que la normale. Et c'est beaucoup, hein, 300-400 calories, c'est une collation quasiment. Donc, si t'imagines, tu peux te permettre Mhm. une collation en plus qui va être peut-être un shaker, peut-être une barre énergétique avec des fruits, peut-être des éléments oléagineux, des fruits secs, mais et ça va vraiment faire la diff sur un camp quand même. Ouais, bah, comme on l'a dit, dans un combat, mais aussi dans un camp, chaque détail peut avoir un Bien gros sûr. impact. On peut passer maintenant sur la partie prépa physique et entraînement. Du coup, je pense que ça fera partie du thème de cette deuxième partie de l'élaboration d'un training camp. Ensuite, la prépa physique, on peut pas laisser comment dire, le préparateur physique, il faut respecter son savoir, sa science et ses connaissances. C'est-à-dire que moi, je rentre pas dans le. Pourtant, j'ai quelques savoirs et je l'ai déjà fait et j'ai même un diplôme là-dedans. Mais cela étant, euh, si tu décides de déléguer à un préparateur physique, il faut lui donner carte blanche, mais avec des contraintes liées à la spécificité du game plan ou de ce que va faire ton athlète. Je m'explique un petit peu et je vais essayer de trouver des exemples qui collent à l'actualité de ce week-end, avec ta très bonne analyse d'ailleurs avec Brian de, de, de Sterling c'est judo. Et C'est c'est de un Sterling. ouais, et en plus, qui va coller avec ce que nous, on va faire, puisque c'est un secret pour personne. La catégorie flyweight de Manon est bouchée, puisque Valentina, après avoir été si dominante, il y a 99,9% de chances qu'elle ait droit à une revanche, ce qui est tout à fait logique, et on s'inscrit pas du tout en faux là-dedans. Donc, il est probable, même si aujourd'hui rien n'est signé, à 90% que Manon euh, face à Erin Blankfield lors de l'UFC Paris, qui est la troisième de la KT et qui est et ce serait une demi-finale mondiale et c'est pas un secret, c'est un combat qu'on commence à préparer même si c'est pas officiel parce que c'est la grande probabilité des choix qui doivent être faits par l'UFC pour arriver à une autre prétendante à la ceinture quand le combat de Valentina aura été fait. Donc
Pourquoi je dis que ça colle? Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que la deuxième option potentielle serait Andrade en cas de victoire ce week-end? Moi, alors, je te donne un avis, encore une fois, qui n'appartient qu'à moi. Moi, je pense qu'Andrade a pris le short notice contre Blankfield parce qu'on lui a promis une demi-finale mondiale à 52. Voilà ce que je pense. C'est-à-dire que Hmm. Andrade, moi, je suis intimement convaincu que la gagnante de ce week-end entre Andrade et la chinoise, dont j'ai un petit peu, je vais pas écorcher le nom, je vais le dire comme ça, euh, aura sa chance pour la ceinture derrière. Xiao Yan? Zhao Yan, Ouais, ouais. Je pense qu'elle aura sa chance pour la ceinture derrière et que c'est une demi-finale mondiale à 52. Et je pense qu'Andrade va se diriger vers plutôt une carrière à 52, même si elle fera quand même encore des apparitions, je pense, à 57. C'est un avis pareil. Hein, quand tu vois que quand elle a pris Blankfield, elle a réussi à faire le poids et même en dessous du poids, c'est-à-dire qu'elle a été pesée, si mes souvenirs sont bons, à 124 livres et des poussières. C'est même pas la limite, qui est à 125 livres. Donc, c'est pas une fille qui est très lourde. Elle est quand même assez petite, même si elle est très athlétique. Et moi, je suis persuadé que maintenant qu'elle est managée par Ali Abdelaziz, elle va plutôt se focus sur 52. Après, on l'avait déjà accepté. Nous, Andrade, pour ok. Manon l'année dernière. Donc si c'est Andrade, ce sera Andrade. Après, elles ont un style très similaire, Blankfield et Andrade. Et je suis pas persuadé, pour terminer sur cette petite parenthèse, que Andrade soit moins forte que Blankfield. Parce que la preuve, c'est qu'elle est arrivée avec un round d'autonomie parce qu'elle a vraiment pris le short notice très 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 tard. Et ce round, elle le gagne. Alors effectivement, elle est gazée après, elle se fait très rapidement Ouais, finir au deuxième round, mais ouais. quand tu vois qu'elle est quand même elle aussi black belt de jiu-jitsu, qu'elle défend même pas la demi-garde, je pense qu'elle était vraiment gazée et, et que je veux pas Mhm. dénaturer la performance de Blankfield, mais Ouais. je suis intimement persuadé que Blankfield n'a pas battu la vraie Andrade. Voilà, ça c'était Ouais. une Et en petite plus, c'est pas dans ton intérêt, parce que si c'est la future adversaire de oui, Manon, voilà, autant dire qu'elle a fait une incroyable performance contre Andrade. c'est ça. Autant la rendre la plus bankable possible, mais je vais être, moi, on a toujours décidé d'être honnête avec les gens qui écoutent le podcast, donc voilà, moi c'est mon avis. Ça n'empêche pas qu'on la prend très au sérieux et que je pense que c'est une des meilleures grappleuses, voire lutteuses de la catégorie. Et d'où le parallèle avec Sterling Ouais. Cejudo, puisque voilà, dans ta préparation physique, tu vas pas appréhender l'athlète de la même façon pour sa prépa physique. Si il doit se déplacer pendant 3 rounds, comme l'a fait très intelligemment William Gomis à son dernier combat, ou s'il doit lutter et défendre des amenés au sol sur quelqu'un dont la win condition est essentiellement le takedown, comme c'est le cas, puisque c'est pas manquer de respect à Erin Blanfield que de dire que il y a une galaxie d'écart debout, en tout cas entre Manon et Erin. Donc là, il est certain que il est Mm. clair de penser que la win condition d'Erin, si elle se bat avec Manon, c'est de l'amener au sol. Et de ce fait, la préparation physique doit s'orienter vers ça, avec une ceinture scapulaire, c'est-à-dire la ceinture des épaules solide et endurante, avec des déplacements euh, antéro-postérieurs, c'est-à-dire vers l'arrière, latéral de la cage qui sont récurrents aussi, et avec des appuis solides, parce que de temps en temps, tu peux pas faire que reculer avec un lutteur, il faut faire face et avancer. Et donc, ces éléments doivent orienter la préparation Mm. physique, et le préparateur physique, il doit travailler en fonction de ce que toi, tu décides d'être coach et du game plan qu'on a consacré et des sparring par la suite. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut inscrire la préparation physique. D'où la petite parenthèse que j'ouvrais tout à l'heure. Tu peux pas récupérer la préparation physique de ton copain parce que c'est pas les mêmes choses qu'il va falloir travailler et c'est pas le même axe de travail peut-être Mm. de ton collègue d'entraînement ou de ton teammate. Alors, il y a un point que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu inclus le préparateur physique dans la programmation du training camp, parce que il y a le facteur qu'est-ce qu'on doit travailler par rapport au profil face auquel on va boxer ou combattre, mais il y a aussi à quel moment est-ce que moi, mes entraînements de MMA sont intenses, à quel moment est-ce qu'ils sont moins intenses, ce qui toi te permet aussi de jongler sur les intensités de la préparation physique, parce qu'on va pas se mentir, si tu dois faire un peu de zone 2 cardio sur certains jours, bah, ça permet à l'entraînement MMA d'être peut-être un peu plus intense. S'il y a des jours où tu dois aller pousser ton VO2 max ou aller faire
ta rep max sur des efforts musculaires, bah, c'est peut-être dans l'intérêt que le même jour, si tu fais du MMA, ce soit un peu plus light, ce soit un peu plus technique, des drills tranquilles et ce qui s'ensuit. Donc j'imagine que comme tu l'inclus dans la partie game plan, tu l'inclus aussi dans la partie programmation pour savoir jauger les variations d'intensité entre ce que toi tu fais en MMA et ce que lui fera en conditions physiques. C'est exactement ça. Ceux qui ont regardé le podcast précédent, j'évoquais mes petits camemberts, tu te rappelles, avec l'intensité. Bah, je le fais quand je fais Ouais. la répartition de la charge de travail, je le fais aussi. C'est-à-dire que euh, si on est en préparation physique sur un camembert orange ou rouge d'intensité, eh ben, le deuxième entraînement l'après-midi ou vice-versa, celui du lendemain matin, il sera vert, sous forme de drill technique ou de sparring engagé, mais dirigé, c'est-à-dire un sparring sur des séquences fait en très light contact, ou alors une séance quasiment faite que de drill ou de PAO par exemple, où on va pas aller chercher la même intensité physique que sur un sparring appuyé ou sur un entraînement de lutte par exemple, si c'est ce que j'avais planifié. Après, moi, je vais être Mhm. honnête sur le staff. Je, je te donne un exemple. On va parler de Manon, puisque là, le staff, c'est moi qui ai la chance de l'encadrer et de le diriger. Le préparateur physique, je vais même aller plus loin. On n'en a pas un, on en a deux. Parce que Manon, au niveau où elle est, il y a un responsable de la performance qui va essayer de gérer avec moi la charge de travail, la récupération active, les étirements, le travail pour éviter de se blesser également. Et il y a une préparation physique. Euh, D'ailleurs, j'en suis très fier. Alors, pour parler d'eux, les gens que ça intéresse et qui ont envie de regarder qui sont les personnes qui encadrent Manon avec moi. Le préparateur physique qui est responsable un petit peu de la performance cardiaque, même si c'est très large ce que l'on dit, la performance du cardio de Manon, c'est Laurent de Vivi qui est un préparateur physique qui a la chance d'avoir des athlètes au Tour de France carrément, qui est orienté vélo, mais ça, c'est bien parce que c'est un des sports que Manon aime bien faire aussi pour la perte de poids et la performance. Et le préparateur physique qui va s'occuper un petit peu de la répartition de la charge de travail et de la prévention des blessures, c'est Alexandre Delal qui a été préparateur physique de l'OGC Nice, de l'Olympique Lyonnais au football et de l'équipe de Côte d'Ivoire et d'Algérie. Donc c'est rare de réussir à emmener des gens connus comme ça qui touchent au vélo, qui est un énorme sport d'endurance, et au football qui est le sport numéro un en France. Et, euh, et d'ailleurs, donc voilà, je suis content d'avoir ces gens-là dans mon équipe de travail parce que c'est vraiment des gens très très compétents et qui sont reconnus sur des sports majeurs qui sont le cyclisme et le football. Donc ça, c'est au niveau de la partie prépa physique. Et même, tu vois, par rapport à la lutte, au grappling, à la boxe, moi, je travaille avec des gens en plus. C'est-à-dire que je suis content de ne pas être jugé parti parce que pour le grappling, par exemple, moi, je suis ceinture noire depuis 2013 de jiu-jitsu brésilien. Donc, je pourrais très bien Mm. dire, écoute, en plus d'être head coach, je suis le coach de grappling ou de lutte de Manon. Et c'est pas le cas. Je suis là à tous les entraînements. J'établis une base de départ, mais de façon à être bien focus sur mon rôle de head coach. C'est Jean-Robert Monnier, qui est un vétéran du Jungle Fight, du Dog au Japon et du King of Cage aux États-Unis, qui est un gars qui se bat depuis les années 2003-2004, qui va gérer le sol de Manon ainsi que le cage control. Moi, je suis là à toutes les séances. On a un axe de travail qui est établi en commun, ce qui me permet de me conforter, moi, dans ma recherche de game plan et dans ma recherche d'efficacité si j'avais besoin qu'on corrobore la technique et la tactique qu'on a envisagée. Mais par contre, j'essaye, et je n'essaye pas, je suis là dans 100% des entraînements, de façon à assurer une liaison entre les divers entraînements, voir l'évolution et apporter une touche euh, modifiée, même s'il y a besoin, en fonction de l'évolution et de la construction de la stratégie. C'est très intéressant ce que je te parlais tout à l'heure de l'analogie avec le monde de l'entrepreneuriat. Le rôle du head coach, ça peut vraiment s'apparenter au project manager. C'est vraiment celui qui chapeaute, qui s'assure que chaque élément de l'équipe remplit ses propres objectifs, ses propres tâches, va dans la bonne direction, mais qui a aussi, enfin idéalement, parce que moi c'est ma façon de travailler quand je suis project manager dans une mission de consultance, c'est ce qu'on appelle être hands-on, c'est avoir une partie opérationnelle aussi, de réaliser des tâches lui-même. C'est une façon un peu de lead by example, donc de leader le projet en montrant l'exemple et en étant une figure inspirante pour les autres membres de l'équipe pour assurer voilà un succès dans le projet. Euh,
Donc ici tout me paraît assez clair. Je pense que maintenant tu as peut-être envie de rentrer un tout petit peu plus dans le détail parce que tu as fait un peu le tour d'horizon de la base, de comment C'est chapeauter ça. le camp d'entraînement. Tu as un peu teasé le fait que tu voulais insister peut-être sur la partie échauffement. Je t'ai aussi Ouais, entendu parler d'étirement. Ce sont des sujets qui sont, je vais dire, d'actualité mais qui sont pas souvent traités. On n'entend pas beaucoup de professionnels parler de leurs échauffements, parler de leurs tu sais, étirements. Est-ce que tu fais du yoga ou des trucs comme ça avant d'aller dormir? Donc ici, je pense que c'est le bon moment de discuter de cela. ouais. Petite parenthèse, juste pour corroborer ce qu'on disait, il faut savoir, je pense, rester à sa place et pas essayer de cumuler les casquettes. Je fais référence à un combat que tu as analysé plusieurs fois sur ta chaîne qui est euh, Gervonta Davis, Ryan Garcia. Moi, j'ai été hyper étonné qu'à ce niveau mondial de boxe, qui était celui-là, Joe Gossen, qui est donc Goussen pour la prononciation, qui est le coach de Ryan Garcia, fasse à la fois et cutman et coach les interrounds, tu vois, par exemple. C'était juste une anecdote comme cela, mais moi, c'est une anecdote qui m'a énormément surpris. Parce qu'à ce niveau-là, c'est compliqué d'être focus et sur le côté cutman et sur le côté directive et suite à donner pendant le round, mais c'était une simple anecdote que les gens pourront apprécier de regarder s'ils voient le replay du combat. C'est bien parce que ça fait aussi le lien avec ce que j'avais dit sur le podcast précédent avec Cyril Gann contre Francis Ngannou, dans le sens où c'est très difficile d'être un head coach pendant le combat qui doit donner les instructions pendant les rounds et à l'intersection des rounds, et en plus de ça, se donner une idée du scoring. Et donc là, c'est un peu la même chose que tu dis. Chacun doit avoir son rôle. Et c'est à ce niveau-là, c'est important de chacun avoir une seule casquette, parce que si tu n'as qu'une casquette, tu peux le faire de manière optimale. Si tu en as plusieurs, tu risques de faire chaque casquette à moitié. Et comme on l'a déjà répété plusieurs fois dans ce podcast, des petits détails peuvent avoir des gros impacts lors d'un combat. Donc c'est important de bien différencier les rôles, que ce soit pendant le training camp et lors du combat. Et donc c'est quelque chose que j'apprécie de cette conversation, c'est que tu n'as pas peur de déléguer des parties dans lesquelles tu es soit moins expert, soit tu te considères comme expert. Enfin, tu vois, tu as dit que tu étais diplômé pour la prépa physique, tu es ceinture noire au sol, mais c'est pas pour autant que tu prends ce rôle parce que tu es conscient que head coach plus préparateur du sol plus préparateur physique, bah, tu risques de pas avoir suffisamment de temps à consacrer pour assurer la qualité qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. Ouais, c'est parfaitement ça. Puis, alors, tu vois, moi, dans la prépa de maintenant, je vais être très présent sur la partie drill, ce qu'on peut faire avant, après les entraînements, mais je me dois aujourd'hui d'être à l'extérieur et de pouvoir avoir un regard extérieur sur ce qu'elle fait. Parce que si elle le fait sur moi ou si elle le fait avec moi, ben, je vais pas pouvoir juger de l'efficience du mouvement, de la façon dont elle le reproduit et dont elle se l'approprie surtout. Donc, oui, quoi qu'il arrive, moi, sur la majorité des entraînements, je suis pas participatif, je suis derrière, je regarde, j'encadre et j'analyse de façon à pouvoir m'assurer de la bonne marche du système et de la stratégie. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir l'équipe qui est avec moi aujourd'hui. Donc j'ai nommé Jean-Robert Monnier. Les gens qui ne le connaissent pas pourront taper son nom sur Google et sur YouTube. Ils pourront voir des combats qui datent, je crois, de 2003 au Jungle Fight. Euh, donc c'est un vrai vétéran du MMA français. Il a notamment officié au Canada, au Brésil. Je crois que c'est un des rares Français avec Cyril Diabaté qui a combattu sur tous les continents quasiment, Jean-Robert, puisqu'il a fait le Oh wow. Japon, le Brésil, les États-Unis et bien sûr l'Europe. Donc il y en a peu des gens comme ça et c'est très bien de pouvoir bénéficier de son expertise et de son influence dans la prépa de Manon. Après, moi dans mon système, il y a aussi un sparring attitré. Alors, c'est quand même bizarre de dire ça parce que tu dis, attends, un seul sparring. Non, il y a beaucoup de sparring, mais vraiment le sparring, entre guillemets, technico-tactique, on va travailler sur le footwork, et on va travailler le sparring, mais quand elle est justement fatiguée et impactée par la préparation physique du matin, en fait, c'est le sparring avec qui je sais qu'elle va pas se blesser. Pour être trivial et Mhm. parler directement, voilà. Ça, c'est le travail de Miguel Haro, qui est avec nous quasiment tout le temps, qui est avec nous pendant la Fight Week, et qui lui est là pour sparer sans blessure,
de façon à ce que Manon puisse travailler un footwork spécifique, des déplacements spécifiques ou des enchaînements spécifiques. Parce que les autres sparring qui vont intervenir, qui vont plutôt essayer de ressembler soit d'une façon stratégique, soit d'une façon physique, taille, allonge et tout, eux, ils viennent pour performer. Et surtout quand tu t'entraînes avec Manon Fiorot, les filles qui viennent et qui sont elles aussi UFC vet ou Ares ou Cage Warrior, elles ont envie que d'une chose, c'est d'essayer de gagner le round. Donc là, cette partie-là Mhm. doit être intense et même, on parlait Et de supervisé. c'est ça. Et là, tu peux pas dire vas-y doucement. Elles viennent pour gagner le round et Manon, elle vient pour performer. Moi, c'est ce que j'explique souvent au sparring. Euh, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de doucement là. On vient, on a une séance de sparring Mhm. dirigée où je vais demander à Manon de gagner son round et si elle peut mettre KO, je vais choquer les gens, tu vois, mais il faut mettre KO. Parce que il y a un vieil adage que j'aime bien utiliser avec mes gars et ceux qui s'entraînent avec moi, ils ont vraiment l'habitude de l'entendre, c'est dis-moi comment tu t'entraînes, je te dirai comment tu combats. Si tu mets pas de KO à l'entraînement, bah, la probabilité que tu mettes en combat est infime. Et il en a de même pour les finalisations et pour tout ce qui va avec. Si à l'entraînement, tu te contentes de toucher, tu restes dans ta zone de confort, tu vas pas chercher la performance, tu vas pas chercher à déborder ton adversaire et à le mettre KO, eh ben, force est de constater que bien souvent, tu vas combattre comme ça aussi. Et là, je vais rebondir sur une question, parce que nous, dans notre équipe, on était fort sur la sécurité, ne pas se blesser. On avait des indicateurs de performance sur les blessures. C'est pas pour autant qu'on ne faisait jamais de sparring intense. Cependant, les sparring intenses, c'était uniquement avec quelqu'un de confiance, avec lequel tu as l'habitude de tourner. C'était avec protection. C'était supervisé et c'était aussi dans le respect. C'est-à-dire que je peux comprendre l'idée de chercher le chaos, mais il y a chercher le chaos sur une frappe et puis il y a aussi je t'ai sonné. Je vais pas aller te finaliser pour te finaliser, tu vois. Je t'ai sonné. Si ça arrive dans un combat, je sais ce que j'ai à faire derrière, mais ici, comme on est à l'entraînement, je vais te laisser, voilà, reprendre tes esprits pour pas, voilà. Je pense qu'on a tous une limite de chaos à prendre dans notre vie. Il vaut mieux les éviter de les prendre à l'entraînement, selon moi, et se contenter uniquement de les prendre en combat s'il faut. Est-ce que de ton côté, tu as cette optique-là où voilà, si tu l'as sonné, tu vas quand même chercher le chaos, et avec quelle fréquence vous faites des sparring intenses? Alors, c'est une très bonne remarque et tu l'as très bien dit. Moi, je vais te dire directement, le fait d'encadrer le sparring, c'est ça mon travail, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut arrêter au bon moment et il faut surtout encadrer. Moi, quand j'ai une personne de l'extérieur, et ça arrive très souvent pour Manon, qui vient pour échanger avec elle, je vais me permettre dans certaines situations d'arrêter le combat tout de suite. Et c'est valable pour les deux. C'est-à-dire que Manon est en monte et ça a envoyé 3 coups de coude non défendus, je stoppe. Manon a Mmh. touché fort et je vois qu'en face c'est sonné, je stoppe. Euh, Mmh. le L'adversaire, je l'ai vu, je l'ai fait venir et sur des drills de lutte, je m'aperçois qu'elle fait des techniques dangereuses, type Camille Bazami, travail. Je sais même pas comment on le dit en français, Chris. J'ai besoin d'un coup de main là. Camille Bazami, c'est le ciseau là. Ah, ouais, Bon, t'apprends attends, sur Google, hein. bah, c'est le Et ciseau. Enfin, on voit tous, hein, c'est le ciseau pour partir sur la heel hook, sur voilà, c'est ça. la clé de talon. Euh, C'est, pour donner un exemple, c'est Anderson Silva s'était fait avoir par ça Par Rio avant Chonan de au rentrer à Pride. l'UFC. Par Rio Chonan au Pride. Par Rio Chonan au Pride. Ouais, il y a ça. Et Est-ce qu'il y a eu ça à l'UFC? Comment il s'appelle? Brett Jones qui combat au Bellator Paris. Je crois qu'il l'a placé en défendant ouais, une single leg. juste. C'était incroyable d'ailleurs, c'était magnifique. Et tu Contre vois, Joe Soto. ce, J'ai. ce genre de technique, des espèces de fauchage un peu type sambo, je vais tout de suite par contre mettre le haut là. C'est-à-dire que l'athlète qui va faire avec Manon, si elle peut mettre un high kick pleine tête, aucune notion on est là pour ça, on fait un sparring. Déjà, alors, je te dis la vérité, ça n'arrive jamais parce que sa faculté défensive et sa responsabilité défensive est vraiment très importante. Cela étant, s'il y a une athlète qui peut essayer de le faire, qu'elle le fasse. Là où je vais mettre le haut là, c'est sur ce genre de techniques dangereuses euh, qui peuvent mettre vraiment en péril l'intégrité physique, mais je ne mettrai aucune restriction sur l'intensité des frappes. Tu vois? Ok.
Ça me fait penser, alors je sais pas si je dis l'anecdote de manière correcte, mais il me semble que Firas Zahabi disait souvent aux partenaires d'entraînement ou aux sparring partners plutôt de Georges Saint-Pierre, genre je te donne $50 si tu le mets KO. Bah, écoute, Et ça donnait une vraie intensité au sparring de Georges Saint-Pierre. moi, moi, je l'ai vu, le sparring du Tristar du samedi matin. C'est une boucherie, Chris. C'est une boucherie. Ok. Je veux dire, ma méthode aujourd'hui, Aldric Cassata qui a 40 balais, c'est mon imagination, mon adaptabilité, mais quand même de ce que j'ai vu dans les différents gyms où j'ai eu la chance de passer du temps, comme le Hit Squad à Granite City sous la direction de Marc Fioret. Pendant un an, quand même, j'ai été là-bas, comme l'Académie Gracie Barra à l'époque de Pernambuco, encadré par Zé Radiola, qui a produit énormément de champions de jiu-jitsu brésiliens, comme les frères Estima, comme Mm. la liste serait trop longue à donner, mais beaucoup de champions de jiu-jitsu brésilien, comme l'école de le Maha Dojo, qui s'écrit Mac en fait de notre orthographe à nous, qui est le gym de Hayato Sakurai où j'ai pu passer aussi quelques mois. Et voilà, après avoir passé du temps dans cette gym et de comparer des méthodes d'entraînement complètement antagonistes, c'est-à-dire que tu as des gens qui s'entraînent très longtemps comme les Japonais, tu as des gens qui s'entraînent 1 heure et demie, un peu à notre méthode à nous, tu as des gens qui insistent beaucoup sur les drills comme les Brésiliens. Je veux dire, c'est des méthodes qui ne se ressemblent pas. Et moi, j'ai fait Mm. un petit peu en piochant un petit peu partout et en mettant ma conception des choses, j'ai mis ces méthodes. Mais après, qui sont variables. Tu vois, Manon, je sais qu'elle a besoin. La logique, c'est la logique Bruce Lee, hein. C'est Je ça? sais plus quel est le quote de Bruce Lee, mais c'est voilà, prends ce qui te convient, jette ce qui ne te convient pas et adapte ce que tu as besoin d'adapter. En gros, hein, j'ai Ouais, c'est complètement ça. merdé le quote, mais l'idée de la citation, c'est typiquement ça. Euh, et du Après, coup, pour oui, peut-être, vas-y. je nuance un tout petit peu parce que c'est ma méthode à moi, mais je l'adapte à l'athlète. Je reviens, tu vois, il y a des athlètes comme, Mhm. si je dis pas de bêtises, Aubin Mercier, qui est au PFL, qui est champion du PFL, qui a dit qu'il se paraît presque plus, parce qu'il a 34 ou 35 ans et qu'il veut peut-être faire une économie là-dessus, ce que je comprends sur son capital carrière, cerveau. Moi, je sais en tout cas que Bien Axel sûr, c'est Sola, Manon Fiorot, Mehdi Takaev, Virgil Haugen et bien d'autres, aujourd'hui, pour être bien mentalement, ils ont besoin de faire du sparring dur. mhm. Donc, Ouais, je m'adapte, encore une fois, ça revient à l'individualisation c'est ça. de chaque athlète. Certains vont mieux performer. Et enfin, tu vois, tu prends l'exemple de Olivier Aubin-Mercier que j'aimerais bien interviewer une fois à l'occasion ici. Euh, je pense que Robbie Lawler avait aussi dit que pendant toute une période, il avait arrêté les sparring. Alors, Je me attends. demande si Max Holloway avait pas dit ça Robbie aussi. Lawler, moi je fais une anecdote. Moi je fais une anecdote rapide de 10 secondes. Après, je te laisse si tu veux conclure ou synthétiser. Robbie Lawler, elle l'a dit, mais je ne peux le croire. Moi, il m'a enlevé des pourcentages de mon cerveau, Robbie Lawler quand même, parce que dans l'année que j'ai passé au Hit Squad, il y était, il était partie intégrante du Hit Squad, qui voulait dire Hughes Intensive Training. C'était un teammate de Matt Hughes, de Matt Veach et sous la direction de Fiore. Et en tout cas, dans cette époque qui était l'année 2010, si je dis pas de bêtises, j'ai passé un an avec lui. Il y a des fois, je me rappelais même plus mon code de carte bleue tellement on s'était mis sur la tête. Et il était adepte des Ouais, sparring très très durs avec Brian Foster notamment. Et il l'a fait pendant tellement d'années que je comprends qu'à la fin, il ne le faisait plus. Mais là, c'est un excès presque. Parce que Robbie, avec Brian Foster, avec l'équipe du Hit Squad, c'était 3 sparring ultra durs en MMA par semaine, plus la lutte. Plus la lutte, Chris. je, Ouais, je pense que, alors si je dis pas de bêtises, je pense qu'il a dit ça grosso modo quand il était champion. Donc ça parle de Ouais, 2014-2015, ces années-là. Donc c'était 4-5 ans après ton passage. Et je crois que ouais, c'est pas le seul athlète qui parle de ça, de ralentir sur les sparring et en tout cas sur les sparring intensifs quand tu rapproches un peu de ta fin de carrière et que tu as connu aussi des guerres, parce que ça m'étonnerait pas c'est qu'il ait dit ça. ça après son deuxième combat contre Robbie Lawler, par exemple. Je pense Très que là juste. c'est absolument nécessaire, même vital, de diminuer l'intensité des sparring. Moi, j'ai quand même te poser une question qui, je pense, va intéresser pas mal de monde par rapport au sparring intensif. J'imagine que c'est pas quelque chose que tu fais la semaine du combat, ni Non, deux pas du semaines tout. avant le combat. C'est quelque chose que tu arrêtes, que tu arrêtes à un moment du training camp. Jusqu'à quel moment tu vas dans les sparring intenses? 3 semaines, 3, 4 semaines avant.
Ok. Après, Et là, je vais peut-être rebondir. Je sais plus si on l'avait dit dans le dernier podcast, mais si c'était dans le dernier podcast, on disait que euh, dans un combat, c'est important de pas te retrouver dans une situation qui t'est inconnue, parce que sinon tu dois justement, réfléchir et ton temps de réflexion, voilà. Et les sparring hard, ça permet de réellement de mettre en situation un combat. Et ça te permet aussi de te mettre à l'aise. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans ton combat, tu sais que tu as déjà fait des sparring hard face à des gars qui sont peut-être même meilleurs que ton adversaire, ce qui te met aussi en confiance et c'est important. Si tu as fait que des sparring légers, tu rentres dans le combat, c'est pas la même vitesse. C'est pas la même intensité des frappes. Tu vas prendre un premier jab, tu vas faire, mais c'était un overhand, ça, que je prends à l'entraînement. Ah non, c'était un jab. Ah. Et là, tu commences à stresser et c'est là où je pense que, hors UFC, quand tu vois des mecs qui sont bien préparés, qui arrivent dans la cage et puis qui tombent dans les 2 premières minutes parce qu'ils sont surpris de la puissance, c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez de sparring hard. Et je trouve ça intéressant d'en discuter parce que il y a un juste milieu à trouver aussi. Si tu fais trop de sparring hard, ça risque de te casser pour ton combat. Si tu n'en fais pas assez, ça risque de te surprendre dans le combat. Et tu dois avoir quelques sparring light aussi pour avoir des heures et des heures et des heures d'expérience. Et donc tu dois trouver un peu le juste milieu entre toutes ces intensités de light, modéré et très intense. c'est pour ça que la personne, en l'occurrence pour moi, Miguel Haro, la personne qui va permettre de faire du sparring light sans blessure, elle est très importante et capitale dans une équipe. Après, je vais te rejoindre. Moi, aujourd'hui, avec le recul, j'aime faire des parallèles entre le métier, notre conception à nous du training camp, et le côté scientifique, l'explication scientifique. Pourquoi un sparring dur? Très simple. Ta façon de respirer, ta prise de décision, elle est différente à 170 pulsations de 150 Mm. pulsations. C'est 20 pulsations d'écart que tu vas avoir. On fait un sparring léger, j'ai un cardio-fréquence mètre, je suis pas en danger, je vais être à 150, peut-être 155 pulses dans ma zone de confort où je sais que le coup, il risque de me couper un petit peu, mais pas de me mettre KO. On change le raisonnement et quand je t'envoie un overhand, c'est pour t'arracher la tête. Tu vas être à 175, 180, peut-être 190 pulsations. Et ta façon de respirer n'est pas la même, mais surtout ta prise de décision n'est pas la même. Le Mm. choix que tu vas faire, droite, gauche, sortir côté bras fort, sortir côté bras faible, reculer, désengager, surengager, tes choix vont être différents. Et même si tu as drillé un truc, peut-être que la pulsation va faire que tu vas revenir au point de départ en oubliant ce que tu as révisé parce que tu l'as pas assez révisé et tous ces trucs-là. Donc il est important de mettre l'athlète dans des conditions extrêmes. Certes, il faut en tenir compte dans la prépa, pas risquer de le mettre en surentraînement, pas risquer, mais ne serait-ce que la compréhension du game plan opposé, de la stratégie adverse, de la pattern adverse, c'est pas la même à 150 pulses qu'à 170 ou 180 pulses. Tu dois être capable, sur 5 minutes de round où tu vas être 4 minutes 30 le cœur dans la bouche à pulsation quasi max, de prendre tes décisions, d'écouter les consignes du coin et de lire le jeu de ton adversaire. Et si t'as pas fait de sparring hard, ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. Ouais, et puis tu simules aussi ta récupération, parce que quand tu fais des sparring hard et que tu fais 1 minute de pause pour le round suivant, ça permet aussi de t'habituer à gérer ton énergie à situation réelle. Et il y a beaucoup de bienfaits à considérer. C'est ce qu'on dit dans la vie, il y a que des échanges. Hein. Tu as des bénéfices, tu as toujours des inconvénients, et tu dois savoir jongler avec tout ça. Euh, Est-ce que lors des sparring hard, vous faites un échauffement, une routine d'échauffement similaire à celle que vous faites Ouais, le soir du exactement combat? même. Identique. Manon a son propre échauffement et mes autres athlètes aussi, et c'est exactement la même qu'on reproduit au geste près. J'adore parce que c'est vraiment. Euh, il y a un livre qui s'appelle Power of Habit qui parle de Michael Phelps qui a le même échauffement depuis 20 ans. Et en fait, il y a un des points là-dedans qui est très important, c'est que quand tu as ton échauffement que tu fais tout le temps en mode routine, tu dois même pas y réfléchir. Et ce petit réfléchir, c'est de l'énergie. On oublie ça. Tout le monde pense que tu perds de l'énergie juste en t'échauffant, en bougeant physiquement. Mais ceux qui travaillent, les entrepreneurs et tout ça, qui font 1 heure et demie de travail intense, c'est de la concentration, c'est de la fatigue mentale aussi. Et ça, c'est important de calibrer aussi. Donc, avoir une routine d'échauffement qui est déjà préétablie et naturalisée par l'athlète, c'est un petit pourcentage d'énergie qu'il garde pour son combat. C'est exactement ça. Et je pense que moins tu Est-ce t'éloignes que, de la est-ce qu'il réalité. y a Manon qui est chez toi en train de taper dans un mur? Non, il y a des petits travaux à côté. Il y a des petits travaux à côté. Je m'en excuse si avec Ok. elle entendre.
Ah, pas de souci, pas de souci. Mais c'est vrai que la routine d'échauffement, euh, pour la traduire très rapidement et succinctement, c'est première partie doit être dédiée à la prévention des blessures, la routine articulaire, préparation des genoux notamment qui sont très fragiles et très blessés dans notre sport, genoux, chevilles et tout ce qui est articulaire, et derrière un échauffement qui se permet d'être suffisamment prêt et échauffé pour que le cœur puisse répondre à 100%. Ça, c'est quelque chose qui dure 30 minutes minimum, euh, minimum, et qui se doit d'être fait. J'entends souvent des athlètes dire ah mais non, attends, j'ai peur d'être fatigué. Vous ne serez pas fatigué. 30 minutes, si vous êtes bien préparé, il n'y aura aucune fatigue derrière ça et vous serez prêt à pouvoir euh, performer à 100% de vos capacités cardiaques et cardiovasculaires. Mhm. Il y a, est-ce que je peux proposer, parce que ça peut être intéressant, de faire un épisode à part sur l'échauffement, parce Bien que j'ai sûr. aussi beaucoup de choses à dire dessus. Là, Ouais, je vois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle sur le training camp, et on pourrait vraiment prendre cette partie-là qui est très importante. Et comme je l'ai dit, il y a peu de gens qui en parlent, donc on pourrait faire vraiment un épisode sur moi, ce que je te échauffement et propose, même étirement. voilà, ce que je te propose, Ouais. mettez-nous en commentaire si vous avez apprécié bien sûr cette vidéo et si vous voulez un épisode spécifique un peu échauffement, étirement, mise en préparation de l'athlète avant l'effort et on le fait avec grand plaisir et j'expliquerai, j'étayerai pourquoi on fait tel mouvement et pourquoi on priorise certains travaux plutôt que d'autres. Alors, je vais juste peut-être terminer en synthétisant. Ouais, Mais comme j'avais dit, moi, je voulais apporter un peu la vision entrepreneuriale pour voir si on peut s'aligner là-dessus. Alors, je vais voir si toi, tu réfléchis de la même manière. Moi, quand on me confie une mission dans une entreprise pour la gestion de performance, mes premières questions, ici, ça n'a rien à voir, c'est quelle est la mission, quelle est la vision de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Ici, pour le point de vue marketing et branding d'un athlète, ça a du sens, mais pour le game plan, pas spécialement. En revanche, sur base de la vision et de la mission, ma première question qui suit, c'est quel est l'objectif long terme? Donc, selon l'entreprise, certaines entreprises ont un objectif à 5 ans, d'autres à 3 ans. C'est très long terme. Sur base de cet objectif long terme, que je vais ici comparer à, pour un combattant, il y a deux objectifs. La veille du combat, être au poids. Le jour de combat, être prêt par rapport à l'adversaire. Et donc ça, c'est les objectifs long terme. Et sur base des objectifs long terme, ce que je vais faire, c'est je vais les scinder en objectifs beaucoup plus court terme. Donc si j'ai un objectif d'entreprise à 3 ans, je vais faire, OK, quels sont les objectifs à 12 mois que je dois remplir pour être sûr d'être en bonne voie d'atteindre mon objectif dans 3 ans. Et puis, je vais, sur les objectifs à court terme, je vais définir des tâches. Et chaque tâche, je vais la suivre avec ce qu'on appelle un indicateur de performance, un KPI. On peut aller beaucoup plus loin, mais je vais pas spécialement aller plus loin là-dedans. Certains ont peut-être déjà entendu parler des objectifs SMART. Hein, ça doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini en temps. Euh, Est-ce que toi, tu travailles comme ça aussi, en genre de rétro-planning? Donc, tu as ton objectif dans 8 semaines. Manon doit être à tel poids. Le lendemain, elle doit être prête à affronter Erin Blanchfield, par exemple. Ça, c'est mon objectif à 8 semaines. Donc, qu'est-ce que je dois faire? À quel poids je dois être la semaine prochaine? Et qu'est-ce que je dois avoir travaillé pour la semaine prochaine? Et puis, en fin de semaine, tu observes des indicateurs de performance. À quel poids est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle s'est entraînée autant que ce qu'on avait planifié? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Quels sont les impacts? Quelles sont les conséquences? J'adapte mes objectifs de la semaine prochaine et chaque semaine, tu fais un peu le point. Est-ce que tu travailles comme ça aussi? alors je vais même te dire mieux, je fais quasiment une review de la journée moi, c'est-à-dire que les entraînements, en tout cas toute la partie sparring et drill technique, elles sont filmées et je les revois le soir même. Ok. Je les revois le soir Ok. Donc, même. tu fais, Ouais, je suis un peu pour parano. ceux, Les pour gens ils ceux vont qui dire il est travaillent, complètement fou. non, 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 parce que ceux qui connaissent, il y a la méthode agile, la méthode Scrum. Ce sont des méthodes qu'on utilise en project management, où on fait ce qu'on appelle des stand-up tous les matins. Donc tous les matins, pendant un quart d'heure, l'équipe se réunit en disant voici mon objectif de la journée, voici mes objectifs de la journée. Ah moi je suis en surcharge. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette tâche-là chez lui parce que tu vois, et ça permet de calibrer et d'aligner l'équipe sur les objectifs de la journée parce que tu arrives au bureau, tu as 8 heures devant toi
et tu vois les tâches que tu dois faire pour aujourd'hui parce que tu as des deadlines et tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de 12 heures. Et puis, tu vois ton collègue avec qui tu t'entends bien, qui lui dit, ah ben, en fait, moi, mes tâches, je vais les réaliser en 3 heures aujourd'hui. Et il a les compétences pour reprendre certaines de tes tâches, donc tu les lui donnes. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des stand-up, hein, en général. Et donc, j'aime bien parce que toi, tu fais ça aussi. Donc, tous les jours, tu t'assures que tu es en bonne direction vers C'est ça. l'objectif final. Moi, Et j'aime j'aime bien bien. ce mot parce que direction, c'est quand tu as des objectifs long terme, ça te permet d'avoir une direction. Et dans une entreprise, tu as besoin de directeurs pour naviguer le paquebot. Et en dessous des directeurs, tu as des project managers ou des managers qui, eux, sont plus dans l'opérationnel. Et ça permet de faire le lien entre la stratégie et l'opérationnel. Et toi, ton rôle de head coach, c'est un peu entre directeur et project manager, quoi. Tu t'assures de la bonne direction vers les objectifs de poids et de compétences. Et tu délègues à un nutritionniste, à quelqu'un qui s'occupe de la récupération, à quelqu'un qui s'occupe du cardiovasculaire, à quelqu'un qui s'occupe du musculaire, pour naviguer et t'assurer de partir vers les objectifs en faisant des C'est revues exactement ça. journalières. Exactement Mhm. ça. Et la remise en question, elle est journalière, elle est même pas hebdomadaire, puisque moi j'aime revisualiser ce qui s'est passé dans la journée, si on a fait du drill, drill d'acquisition d'un nouveau mouvement. Je te donne un exemple, tu vois là, on n'est même pas en camp. Euh, pas si on voit sur mon téléphone, attends, hop, voilà, ça c'est le sparring d'hier, qui était un sparring avec certains indicateurs que j'ai sur le groupe où je travaille sur la préparation de Manon. Et voilà, et on a fait des drills il y a 3 jours sur un mouvement sorti de la position quatre pattes contre la cage. Et moi je regarde, je le filme dans la cage et je regarde si c'est bien effectué, si le choix de l'épaule il est souvent efficient sur laquelle épaule elle va rouler et je m'attache vraiment à des détails. Là-dessus, je suis vraiment maniaque. Ouais. Je suis très très maniaque du souci du détail. Et l'outil vidéo, c'est un outil que j'utilise. Alors oui, tu perds du temps hein, parce que si tu vis le sparring et que tu le revois derrière, tu crois que tu perds du temps, mais je peux t'assurer, et j'assure s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, que tu perds Mm. pas du temps. Parce que la vision, elle diffère déjà. Non, ouais, tu peux mettre pause, tu peux regarder au ralenti, c'est de temps en temps un autre angle. Tu peux vraiment, c'est pas que du live, parce que j'imagine que quand tu regardes le sparring, tu es aussi en mode je vais donner des instructions. Pendant que tu donnes des instructions, t'es pas à 100% concentré sur chaque petit détail. Et puis, quand tu regardes un sparring, tu as plein de détails. Tu as le footwork, tu as les attaques, tu as la défense, et tu peux regarder 3, 4 fois. Tu regardes une fois pour te concentrer uniquement sur le footwork, une fois uniquement sur la défense, une fois uniquement sur les attaques, une fois uniquement sur la compréhension de où elle se situe dans la cage par rapport à son adversaire. Donc, pour moi, filmer est super important. Et encore une fois, parce que j'avais envie de faire plein de liens pendant que tu parlais entre l'entrepreneuriat et la gestion de performance et le MMA. Ici, les vidéos, c'est un genre de ce qu'on appelle des lag KPI. Donc, ce sont des indicateurs de performance à l'instant T ou sur le passé, où tu regardes, voilà comment elle a performé et tu juges si c'est bien ou pas bien. Et ensuite, tu vas définir des lead KPI, des KPI dans le futur pour améliorer. J'ai besoin de. Par exemple, bah, tu trouves qu'elle a un peu merdé sur ses sorties à 4 pattes. Tu dis, OK, bah, la semaine prochaine, je vais faire 4 sessions sur les sorties à 4 pattes. C'est exactement Et ça, ça. c'est ton lead KPI. Je définis, j'ai besoin de faire 4 heures de sortie de position à 4 pattes. Et en fin de semaine, tu refais un lag KPI. Tu regardes, est-ce qu'on a fait les 4 heures? Oui. Je regarde les vidéos. Est-ce qu'il y a une progression? Et ça, c'est typiquement de la gestion de performance, comme on peut le voir en entreprise. Donc, je kiffe absolument qu'on ait fait ce podcast parce que j'adore toujours faire des liens entre des milieux qui ont rien à voir. Tu vois, le sport, l'entrepreneuriat, c'est des mondes à part sans être à part. Tu peux vraiment tirer des leçons d'un côté pour l'appliquer à l'autre. C'est ça. Alors, je relativise pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas un entraîneur à plein temps. On peut arriver en s'entraînant 2 fois par jour et avec un entraîneur qui supervise que 2 fois par jour, même si c'est 8, 10 athlètes, on peut arriver à des résultats euh, très satisfaisants et ne tombez pas dans la dépression si vous n'arrivez pas à avoir ce schéma tout de suite dans votre structure. Mais en tout cas, à terme, quand on est Bien UFC sûr. fighter et qu'on cherche à aller gagner la ceinture ou d'être dans le top classement de l'UFC, c'est, je pense, vers là qu'il faut tendre de façon à pouvoir optimiser au maximum le temps passé sur le tapis et la progression de l'athlète.
Ouais, et puis là, je vais donner un petit conseil, hein. C'est un conseil qui, je pense, personne n'a jamais entendu. Mais si tu filmes tes sparring et que c'est difficile parce que t'as pas le temps de les regarder, oublie pas que de temps en temps, tu fais caca. Et quand tu fais caca, au lieu de scroller sur Instagram, bêtement, regarde tes sparring à ce moment-là. Mais ce que tu dis est pas faux. Il y a un Désolé, temps. Non, elle mais était vraiment ouais, nulle, mais c'est vrai. c'était une blague belge, mais en tout cas sur l'optimisation du temps, tu as parfaitement raison. Je veux dire, des fois, on va aller regarder une série Netflix, un machin, ou même l'outil téléphone. Regardez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas de la propagande, Mhm. hein. C'est juste Encore une fois, indicateur de performance. regarde. Oh, et moi, je le fais à mes athlètes des fois, et ils sont surpris. Ils me disent, mais sérieux, coach, j'ai passé 6 heures aujourd'hui sur Instagram, ou sur TikTok, ou sur n'importe où. Et là, tu te rends compte que 6 heures, 5 heures, 3 heures sur un outil. Alors, bien sûr qu'il faut avoir une vie sociale à côté. Le but n'est pas d'avoir une vie monacale, telle les moines Shaolin, où on est dans un temple et on prie ou on s'entraîne toute la journée. C'est pas ça, hein, que je suis en train de dire. Mais, si tu passes 5 heures sur les réseaux sociaux, peut-être que tu peux passer 1 heure sur de la recherche technique ou visualisation sur une vidéo d'un expert du domaine. Tu veux te perfectionner en cache control, ben regarde des vidéos de cache control. Tu veux te perfectionner en footwork, regarde des vidéos de footwork. Et tu veux t'auto-perfectionner, ben regarde tes vidéos de sparring, analyse ou fais-les regarder par un de tes amis, connaissances ou collègues qui a une expertise, un degré d'expertise supérieur au tien et surtout qui va être objectif quant à l'analyse. Et ce sera un travail d'auto-évaluation qui est intéressant aussi. Mais la visualisation, regarder des événements, regarder sa catégorie de poids, regarder des vidéos et des vidéos techniques qui vont te permettre d'évoluer ton champ de vision, c'est très important. Regardez nos vidéos. Tu sais que C'est moi, je notre suis petite pub. toujours très transparent. Donc, si nos vidéos, elles peuvent aider des jeunes combattants ou des jeunes entraîneurs, c'est avec grand plaisir. Moi, tu as vu, je donne tous mes conseils. Alors, bien sûr, je peux pas rentrer dans le détail sur des spécificités du game plan. Mais en tout cas, tous les outils que j'utilise pour essayer de faire performer mes athlètes, je les livre sans aucun secret lors de nos podcasts. Ouais. Alors, juste pour clôturer, parce qu'on en a parlé hors antenne, est-ce que tu veux qu'on discute de la budgétisation d'un training camp Ouais, maintenant ou qu'on garde ça pour bah un écoute, autre épisode où on rentre dans le détail? non, on peut en parler dans autre épisode parce que comme ça, on aura plus de temps pour le détailler et d'expliquer qu'un camp Ouais. d'entraînement, ça peut aller de 1000 euros si le gars a peu de moyens et ça représente 50% de sa bourse, jusqu'à des sommes allant de 30, 40 ou 50 000 euros et qui peuvent paraître folles comme ça, tu vois, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, on verra que sur 3 mois, 50 000 euros, c'est absolument pas déraisonnable si tant est que tu fais venir si l'équipe est complète et s'il y a des sparring différents qu'il faut loger, Mm. nourrir et défrayer. Donc, si tu veux, on en reparle avec grand plaisir lors du prochain podcast consacré à ça. Bah, eh ben, écoute, ça peut faire office de thème du prochain. C'est vraiment comment budgéter un training camp. Parce que je pense que dans notre épisode précédent, ce qui a été fort apprécié, qu'on a retrouvé dans pas mal de commentaires, c'est oh waouh, on se rend pas compte des heures et des investissements et du temps de concentration qui sont nécessaires pour établir et élaborer une stratégie. Aujourd'hui, je pense que les gens vont potentiellement apprécier le professionnalisme qu'il y a derrière la création opérationnelle d'un training camp pour atteindre des objectifs. Et du coup, sur l'épisode suivant, je pense que ça va être intéressant pour les gens d'avoir une certaine transparence sur l'investissement financier. Euh, Nous, ce qu'on fait sur notre chaîne, c'est aussi valoriser le MMA et les athlètes, tous les sacrifices qu'ils font, toute l'énergie qu'ils mettent, que ce soit physique. Mais donc, il y a aussi cette partie financière. Pour moi, c'est une leçon de vie. On dit tout le temps, investissez en vous. Il faut croire en soi, il faut investir en soi. Alors, c'est pas toujours financièrement, ça peut être lire des livres, ça peut être prendre du temps pour se développer, le développement personnel et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que la série de vidéos qu'on est en train de faire, ça permet aussi aux gens de réaliser tous les efforts par lesquels les athlètes passent, tous les détails auxquels on doit penser, le professionnalisme qu'on peut mettre en place en tant que coach et dans un camp d'entraînement, et du coup, sur l'épisode suivant aussi, tous les efforts financiers qui sont nécessaires, parce que quand on parle des primes et qu'on entend que quand tu commences à l'UFC, tu es à 12 000 plus 12 000, ce serait intéressant de se rendre compte qu'avec cette prime-là, c'est impossible de faire un camp d'entraînement optimal. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans les schémas de carrière
et on peut clôturer là-dessus si tu veux, euh, ne pas passer professionnel trop vite, avoir une carrière amateur, parce que là, pendant cette carrière amateur, si tu as une activité socio-professionnelle ou si tu finis ta scolarité, ça impacte moins. Tu rates un combat parce que tu es fatigué, que tu avais un examen, ton permis, ton baccalauréat ou ton BTS à passer, ça, c'est moins impactant. Et insister sur la carrière amateur, et on pourra Mm. encore plus le développer lors de, si tu veux, le prochain podcast où on parle de ça, on parle de budget et on pourra faire des comparatifs. Moi, je l'ai sur le recul de mes athlètes. Entre les athlètes qui ont commencé à l'IMAF et les athlètes qui ont commencé euh, brut pour point en professionnel, il y a des écarts de salaire et de bourse qui sont phénoménaux. Parce que si tu as performé à l'IMAF, tu peux tout de suite rentrer dans des Mm. degrés de salaire satisfaisants et on pourra le développer dans l'espoir que certains combattants, jeunes combattants qui nous écoutent soient un petit peu guidés par ça parce que les écarts sont significatifs. Aujourd'hui, un mec qui performe à l'IMAF et qui gagne des titres à l'IMAF, quand il va démarrer en pro, il aura une situation financière x2 ou x3 par rapport à un mec lambda qui va démarrer comme ça. Et c'est important de le savoir, d'en prendre compte et de performer. Et pour clôturer, je dirais que les choses ont changé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on rentrait à l'UFC avec 15, 20 combats professionnels, il fallait un gros record, les places étaient chères. Aujourd'hui, en 10 combats pro, on peut intégrer l'UFC, voire moins pour certaines catégories, mais même sur des KT, soit 155 livres, 170 livres qui sont les KT entre guillemets les plus reconnus et difficiles, avec un 8-2 ou avec un 10-0, tu rentres à l'UFC. Ou tu passes par un Dana White Contender Series, mais en tout cas, tu peux. Du coup, le temps de carrière pour faire 10 combats pro, c'est de quoi 3 ans et demi. Donc, c'est beaucoup et c'est peu. Donc, il faut prendre ce temps de carrière qui va te permettre d'accéder à la Big League et il faut essayer d'optimiser au maximum et pas partir à l'arrache comme ça a été mon cas ou le cas des combattants qui essuyaient les plâtres il y a 10 ans, 15 ans ou voire même 20 ans et parce que nous il n'y avait pas d'autre choix, tu vois, mais aujourd'hui il y a un temps, en 10 combats on peut accéder à Mm. l'UFC. Donc il faut optimiser au maximum la performance et qui dit optimisation de la performance dit optimisation du training camp. Bien sûr. Ah ben écoute, on a notre prochain sujet, on parlera pognon pour le prochain épisode. En tout cas, merci à toi de nouveau pour ton temps et ta transparence et ton expertise, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'à maintenant, presque 1h20 de podcast. J'oublie toujours de le dire en début ou au milieu de podcast, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, c'est gratuit et ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait du référencement, ça permet aussi d'atteindre plus de personnes pour ces informations de qualité que tu nous fournis à chaque fois, Aldric. Merci beaucoup Chris, merci beaucoup pour les commentaires que vous laissez, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je vous promets qu'on y répondra systématiquement, soit directement, soit lors de prochains épisodes. Ça marche.